Bienvenue à la causerie de ce mardi. Avec nous en plateau, nos invités, vous les connaissez. Constant Yaouiléou, directeur de Radio Planète, bonjour. Bonjour, Christ, bonjour Lani. Bonjour. En face de vous, Mathias Soso, directeur général du quotidien Le Gongoneur, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour. Chers confrères. Bienvenue. Voilà, et puis Loge Ganahoki ne pourra pas répondre à notre appel aujourd'hui. On va donc parler un peu des tâches urgentes qui restent à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique tenu les 10, 11 et 12 octobre dernier. Hier, on a commencé à faire ces réflexions-là sur cette causerie. On va les poursuivre et les achever ce matin dans la causerie. Constant Yaouiléou, il y a que l'Assemblée nationale a déjà revu la loi portant charte des partis politiques, la loi portant constitution du Bénin qui est une grosse tâche, et puis aussi adopté la loi d'amnistie. Mais maintenant, il reste encore d'autres lois, par exemple le statut de l'opposition. On en a parlé longuement hier, mais ce matin, on va beaucoup plus mettre l'accent sur la loi portant financement des partis politiques, mais également aussi le code électoral. D'abord, on va commencer par la loi portant financement des partis politiques. N'avez-vous pas l'impression que tous les partis politiques aujourd'hui nourrissent beaucoup d'espoir sur cette loi-là? Absolument. Parce que quand on sait comment les partis sont financés dans notre pays, on doit pouvoir se dire aujourd'hui que les conditions, les conditions sont un peu plus difficiles et l'environnement économique également. Et ça va être vraiment une bouffée d'oxygène si les partis de l'opposition sont financés. Et ça va également mettre au clair les positions des partis politiques. Aujourd'hui, quand on parle de républicains, je l'ai dit une fois déjà sur ce plateau, on doit pouvoir savoir qu'est-ce que c'est qu'un républicain. Quand on parle de progressistes, on doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un progressiste. Ceux qui, hier, était, vous m'excusez, dans le Parti national de la démocratie et du développement, le Parti socialiste, moderniste, tout ce qu'on entendait là, doivent pouvoir se dire aujourd'hui quelle est notre identité. Quand ils se retrouvent entre républicains et progressistes, par exemple, ils doivent pouvoir se dire quelle est notre identité. C'est de la même manière que quelqu'un qui se réclame aujourd'hui de l'opposition doit pouvoir se dire je suis où dans la politique nationale. On doit clairement dire telle personne, voilà de quel côté il est, voilà le discours que nous devons entendre de lui. Parce que si on est arrivé jusqu'à parler du financement de l'opposition, l'État ne finance pas ou on n'amène pas l'État à financer quelque chose qui ne lui profite pas. L'argent de l'État, on ne s'amuse pas avec. Donc quand on dit qu'il faut financer l'opposition, c'est parce que l'opposition a un rôle. Et si le rôle n'est pas tous les partis politiques en général. Oui. Et c'est parce que l'opposition a un rôle de développement. Donc quelque chose qui arrange le pays. C'est pour ça que quand on parle du financement de l'opposition, c'est pas qu'il faut aller créer un parti et commencer par créer comme d'habitude, je suis opposant pour pouvoir en profiter. Donc, c'est une étape que nous devons franchir et franchir franchement parce qu'il ne s'agit pas de faire plaisir à un groupe d'hommes, à un groupuscule pour dire vous êtes opposant, donc vous devez bénéficier des 3 milliards ou des 2 milliards. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que c'est notre argent et la nécessité d'avoir aussi le parti d'opposition, c'est aujourd'hui une exigence. Donc à partir de ce moment, les partis qui se réclament de l'opposition doivent savoir sur quel pied danser pour que ça aille aussi vite. Parce qu'il ne faut pas laisser les députés faire et dire aujourd'hui, après qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, et rallonger les débats inutilement. Voilà, Mathias Soso, on sait que par le passé, le financement des partis politiques est souvent lié peut-être à un seul individu, ce qui
enclavait peut-être, ou sinon ce qui ne permettait pas une certaine liberté de ces partis politiques d'animer convenablement la scène politique. Ce financement public, pensez-vous que ça pourrait amener ces partis politiques à ne plus peut-être dépendre du pouvoir et de ces individus? Bon, pour ma part, je vais essayer d'être un peu ambigu sur le dernier point de votre préoccupation, oui. À savoir si le financement va permettre aux partis politiques d'être dépendants du pouvoir ou non. Et ça dépend de quel côté chacun se trouve. Chaque formation politique se trouve. Et il y a des formations politiques qui sont nées et soutiennent d'emblée les actions du pouvoir. Mais là, ils sont déjà dépendants du pouvoir. Maintenant, ce n'est pas le financement qui va les rendre indépendants, parce qu'ils ont un objectif et un but à atteindre. Une idéologie. Bien sûr. Donc, cette idéologie s'accorde bien avec celle du pouvoir en place. Ça veut dire que quelque part, ils sont dans la même ligne droite. Maintenant, les autres formations politiques qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir en place sont d'office classés dans l'opposition. Maintenant, ce financement ne voudra pas dire que dès qu'on va commencer par les financer, ils vont changer de camp et commencer par soutenir le pouvoir en place. Seulement que la fin, c'est-à-dire que l'arrivée, et je veux parler du vote de cette loi-là, oui. De la prise de cette loi-là, est-ce que actuellement c'est favorable? Parce que actuellement nous avons deux formations politiques à l'Assemblée nationale qui se réclament de la mouvance. Et si c'est ces deux formations-là qui vont vraiment définir, quand bien même je sais qu'il va y avoir un comité qui va travailler. On en a parlé au dialogue politique, le comité d'experts sur les différentes quand on va finir de voter cette loi-là, l'opposition ne sera pas née aussitôt, parce que moi j'ai l'impression que pour être opposant n'a pas forcément vocation de séparer opposition, mouvance. La loi parle de partis politiques tout voilà. Donc il peut ne pas avoir de parti d'opposition dans ce cas, parce que si actuellement vous réclamez de l'opposition, vous ne pouvez pas être opposant sans avoir un député ou bien quelques députés à l'Assemblée pour quand même défendre vos objectifs, vos buts. Bon, je sais que nous mettons en avant, c'est-à-dire qu'auparavant les formations politiques de l'opposition, mais je dis que ici actuellement, les formations politiques en général qui vont bénéficier de ces financements, ça va leur permettre peut-être de résoudre quelque peu les problèmes de leadership qui naissent au sein des formations politiques. Parce que quand c'est un seul individu qui finance sa formation politique, ça veut dire que c'est lui, il est le dépositaire de cette formation et il en fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de concertation pour les nominations. C'est en cela qu'on constate souvent l'entrée au gouvernement des proches des leaders, ceux qui sont amis intimes de ces leaders dans chaque formation politique. Mais aujourd'hui, avec le financement, ça va rendre un peu libre l'atmosphère. Et vous allez voir ce qui se constate déjà au niveau des deux formations politiques. En vue que nous connaissons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a l'UP, l'Union progressiste, et le BR, le Bloc républicain. Ces deux formations aujourd'hui sont constituées telles qu'il n'y a plus un seul leader qui est au premier plan de la gestion de ce parti-là. Il y a toute une, en tout cas, organisation au sein de ces formations. Et les militants sont, c'est-à-dire librement associés aux prises de décision, et il faut même jusqu'à faire des cotisations pour faire quand même certaines activités au sein de leur parti. Ça veut dire que quelque part le financement viendra seulement en appui. C'est ça. Pour le moment, nous n'allons pas sortir les formations politiques de l'opposition pour tabler sur, parce que pour le moment, c'est les formations là qu'on connaît, et les deux formations, et puis d'autres formations qui ont eu réglementairement leur statut, leur certificat, voilà, leur récépissé. Ça veut dire que quelque part, le financement viendra en appui à ces formations politiques et non pour les rendre dépendants ou indépendants. Ça dépend de quel côté chacun se trouve. Très bien. Constant Yawedeou, quels sont les aspects que les députés doivent tenir compte pour voter ce loi?
Cette loi, pardon. Cette loi sur le financement des partis politiques, je pense qu'il faut, le débat qu'on mène est très important, l'indépendance des militants. Oui. L'indépendance des militants. Et ça doit pouvoir rendre le parti démocratique de l'intérieur. Oui. Il faut, parce que c'est ce que nous, je regrette qu'on l'ait mal compris en son temps. Mais si aujourd'hui on en vient là, ça veut dire qu'il avait été franc. Comme il a été toujours en politique, ça ne lui a souvent pas marché, mais il est resté comme ça jusqu'à la fin, le président Aroma Degwe. Nous n'avons pas de parti politique, nous avons des clubs électoraux. Le jour où il a dit ça, les politiciens ont failli lui couper la tête dans ce pays. Mais si aujourd'hui, nous sommes en train de mener le débat, ça veut dire que ce qu'il avait dit, c'était sincère, c'était profond. On avait des clubs électoraux parce qu'il suffit que quelqu'un ait les moyens de financer un regroupement et il devient le chef du parti. On sait comment les partis naissent. C'est seulement les blocs, tels que le DP l'a dit tout à l'heure, la manière dont les blocs sont formés, c'est la première fois que nous avons vu un regroupement politique qui ne dépend pas directement d'un seul individu, où aujourd'hui, si on doit parler à l'intérieur, on constate qu'il y a un chapeau, on constate qu'il y a un système, parce que même les bureaux politiques que nous avions avant, les bureaux politiques que nous avions avant, c'est quand vous voyez bien les grands partis qu'il y a eu, il y a toujours des affinités. Donc ce n'était pas les mouvements de jeunes qui placent dans le bureau politique, ce n'est pas tel mouvement qui est assez fort, qui a placé, mais ce dont on est en train de parler, prenez l'exemple de Barack Obama, qui déjà à 21 ans était responsable de mouvement. Mais vous avez vu là où il a fini. Donc quand le débat est démocratique, au sein des partis, voilà les résultats que nous avons. Dans quel parti aujourd'hui vous pensez qu'il y aurait rien que de blanc et qu'un noir, un seul noir peut venir un jour surplanter tous ces blancs-là pour être désigné démocratiquement? Ça veut dire que le débat démocratique a commencé depuis longtemps, depuis la base. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'il nous faut. C'est ça aujourd'hui ce qu'il nous faut. J'ai dit également sur ce plateau une fois, et je l'ai répété tout à l'heure, ceux que nous avons aujourd'hui, on les appelle des républicains. Je crois même les républicains ont une rentrée politique. Je voulais savoir ce qu'ils mettent dedans. Qu'est-ce qui veut se passer à ce niveau? Quel va être le contenu? Pour savoir, est-ce que déjà, ceux qui représentent aujourd'hui, quand on dit les républicains, les députés qui parlent au nom de tous ces républicains-là aujourd'hui, est-ce qu'ils savent réellement ce que c'est que être républicain? C'est d'abord le débat à ce niveau. S'ils viennent à la base, est-ce qu'ils s'accordent avec leur base? Parce qu'ils définissent les mêmes choses de la même manière. C'est ça aussi la question. Donc, le débat démocratique, le débat de militantisme doit pouvoir naître au sein de nos partis. Et je l'ai toujours dit, chaque peuple construit son histoire. C'est sûr, je sais que ça va tanguer, ça risque d'exploser. Quelque temps après, au niveau des républicains, des progressistes, parce que le concept est nouveau, et ce n'était pas la manière dont nous nous comportons qui s'impose désormais à nous dans ces groupes-là, et le financement des partis politiques doit pouvoir rendre encore la parole plus libre, les expressions plus libres, et je prédis, je pressens que, mais c'est classique, hein, quelque part, tout à l'heure seulement, il doit y avoir des crises. S'il n'y a pas de crise dans ces partis, ça veut dire que ça ne marche pas bien. Ce n'est pas des crises pour détruire, oui, mais c'est des crises pour réajuster. C'est des crises de réajustement. C'est classique à tout regroupement. Vous voyez. Donc, comme dans tout bon couple. Comme dans tout bon couple. Donc, ce qui est sûr,
le financement des partis politiques aujourd'hui va corriger beaucoup de choses. Ça va nous amener à ne plus avoir des clubs électoraux, mais on va tendre vers des partis politiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à ce que le test soit bien monté pour ne pas... À la hauteur des enjeux. À la hauteur des enjeux. Parce qu'après 30 ans de démocratie, et un pris exemple sur ceux qui l'ont fait il y a très longtemps, nous devons faire de grands pas. Alors, lorsqu'on a décidé de réformer le système partisan, on a voulu faire des partis politiques d'envergure nationale. Et on y est peut-être parvenu avec d'abord la charte des partis politiques qui demande que chaque parti, avant de pouvoir avoir une existence juridique légale, puisse avoir 15 membres fondateurs par commune, des bureaux par département et aussi beaucoup d'autres paramètres. On voit déjà que ça a considérablement réduit le nombre de partis politiques aujourd'hui. Mathias Sossou, cette loi-là portant financement des partis politiques qui sera adoptée à l'Assemblée nationale ou revue d'ici quelques heures ou jours, quelle est sa valeur dans le renforcement des idéologies, comme Constant Yaoudi a commencé à le dire tout à l'heure, parce que après la mise ensemble, il faut maintenant le militantisme et de façon démocratique. Quelle est la contribution, l'apport de cette loi dans le renforcement de cette idéologie? Oui, comme l'a dit mon prédécesseur, Sa Majesté, parce que nous sommes à l'aise, la promotion des valeurs. Il fallait vite faire. Si ce n'était pas entamé, il faut quand même entamer ou vite vider cette question, parce que les sages ont souvent coutume de dire que quand on met de l'eau à la bouche et que on ne la rejette pas aussitôt, ça devient de la salive. Et quand c'est la salive qui sort de la bouche, dans ces conditions, c'est un peu immonde. Et il faut nécessairement que cette loi arrive pour corriger un certain nombre de choses. Parce que vous allez constater ce qui se fait dans les deux blocs actuellement, comparativement aux autres formations politiques qui sont nées à la suite de cette réforme des partis politiques. Quelque part, c'est un peu accepté de ce côté. Quand vous prenez le bloc républicain, vous avez tout un parterre de politiciens, de présidents, de secrétaires, d'autres formations politiques qui se sont mis ensemble pour former ce bloc-là. Et de l'autre côté, quand vous allez au bloc progressiste, vous allez voir également les ténors de la politique du passé qui sont ensemble. Mais quand on voit l'UP, on ne dit pas que c'est l'UP de tel président, ni le bloc républicain de telle personne. Mais il y a les autres formations politiques qui sont nées après ces deux blocs-là, alors que le souhait du chef de l'État serait que tout le monde se mettrait dans ces deux blocs-là pour quand même donner la vraie identité de ce que l'on veut. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas se mettre en rang au même moment que les autres, qui ont voulu se mettre à l'écart pour faire leur expérience. Peut-être qu'avec le temps, ils vont comprendre. Ces différentes formations qu'on veut vraiment, parce que ce n'est pas ce qui est là qu'on veut actuellement. On veut, puisque avec le financement des formations politiques, on veut instaurer une certaine démocratie au niveau de ces différentes formations politiques. Parce que il y a par exemple, c'est hier que je suivais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un noir, un Gabonais de souche qui est devenu secrétaire général à Ottawa, qui est devenu l'image même d'une formation politique au Canada. Si celui-là ne militait pas dès la base au sein de cette formation politique, il ne serait pas venu au-dessus de la mêlée aujourd'hui prendre la direction de cette formation politique devant les Blancs. Parce que c'est le seul noir que j'ai vu au devant des Blancs. Chez eux, pas en Afrique, mais au Canada. Ça veut dire que quelque part, nous sommes déjà sur le bon chemin. Le reste, c'est de ne pas faire, en tout cas, de telles dissensions, puisque nous avons des égos. Et ce sont ces égos-là qui font que nous n'allons pas nous mettre ensemble. Si déjà, avec la formation, le financement des partis politiques, on peut arriver à corriger quelque peu. Parce que quand un individu, le truc n'est pas senti au niveau national, mais dans les régions, ceux qui sont responsables de chaque région, si c'est eux seuls qui sortent l'argent,
au niveau de ces régions-là pour l'animation de la vie politique de ces formations politiques, quelque part, ils vont s'imposer et faire leur loi au niveau de chaque région. Alors que c'est ce qu'on est en train de refuser. Quelque part, si le financement venait à tomber, ça veut dire que ça va corriger quelque peu les jeunes aussi qui aspirent, qui n'ont pas les moyens. Ce n'est pas seulement l'argent. Théo a dit, père à son âme, que nous avons vaincu la fatalité et que l'argent ne sera plus notre maître au niveau des formations politiques, parce qu'ils voyaient déjà très loin ce que pouvaient devenir les formations politiques chez nous au Bénin. Si jusque-là ce n'est pas fait et qu'il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité en tout cas de régler ce problème, je crois qu'il serait quand même bon de l'accompagner. Parce que financer une formation politique, ce n'est pas petit, c'est très important. Et ces formations politiques doivent avoir des responsabilités et des devoirs qui vont avoir vis-à-vis de l'État. Mais sur cette question de discrimination, et justement, j'allais faire la transition Constant Yaoundé où il y a certaines réformes. Par exemple, on souhaite qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale, par exemple. On a limité le mandat de député à 3, par exemple. Ça signifie qu'une certaine jeunesse va devoir prendre la place. Est-ce que ces paramètres-là que l'on est en train de mettre, soit dans la Constitution, soit dans les lois à venir, ne viennent pas en amont à ce financement qui permettra de toute façon de booster ces différentes discriminations positives, que ce soit à l'endroit des femmes ou à l'endroit des jeunes? Absolument. Absolument. Vous savez que même sur cette question des femmes, moi j'ai mon avis, qui est que 30% de femmes, vous m'excusez, je suis dans une administration traditionnelle. Vous ne pouvez pas savoir quelle confiance nous faisons aux femmes. Quelle confiance nous faisons aux femmes. Même les couvents dans lesquels les femmes n'y vont pas, c'est les femmes qui, en réalité, patronnent. Les Yaegbe, les Yaalache, ce n'est pas de simple responsabilité. Donc c'est pour vous dire que même quand on parle de 30%, c'est peut-être un début, 30% au moins. Donc ce n'est pas 30% en fixe, 30% au moins. C'est pour qu'il y ait quand même une certaine représentativité. Vous savez par exemple qu'en France, déjà au niveau local, la parité est respectée. On oblige les femmes à y aller. Eux, ils ont commencé. Sur les listes des communales, vous avez un homme, une femme, un homme, une femme, c'est exigé sur la liste électorale. Donc, sur la liste que vous amenez aux élections communales, c'est exactement municipal, c'est comme ça. Donc, s'il y a 5 qui sont admis sur votre liste, soit quand c'est le premier, un homme, vous avez 3 hommes, 2 femmes. Quand c'est 10, vous avez 5 hommes, 5 femmes. Donc, eux, ils ont commencé déjà à ce niveau. Des problèmes de caution ne se posent après. C'est pour ça que je faisais le lien avec le financement tout à l'heure. Parce que si il faut payer par liste 249 millions par exemple pour aller aux législatives et que par poste, ça revient à 3 millions de nos francs CFA, un jeune de 25 ans peut dire mais moi j'ai trouvé 3 millions alors qu'il est peut-être à jour sur les autres paramètres. Les autres paramètres politiquement, il est très engagé, il est très bon. Donc ça va régler forcément des problèmes. Parce que on ne va pas lui dire le mari, parce que le mari n'en a pas, la femme est dynamique, elle ne peut pas entrer en politique, elle serait en train de dire est-ce que c'est l'argent de mon commerce, que surtout que nous avons la mauvaise habitude, que ce soit en politique, que ce soit partout, nous avons la mauvaise habitude dans les regroupements que nous faisons chez nous, de ne pas cotiser. Ça, c'est le gros problème. Parce que quand vous cotisez, que vous avez 5 francs dans la gestion qui se fait, vous avez le pouvoir de réclamer. C'est ce pouvoir de réclamation que ce problème vient régler à partir du moment où vous êtes membre du parti, vous avez la carte de membre et que l'État finance le parti pour que le parti joue sa partition politique. Vous avez le droit de réclamer tout ce que vous voulez. Une certaine démocratisation dans la gestion, dans le choix des candidats et autres. Et ça donne une certaine liberté et ça permet de réorganiser. Je crois que si on ne sait pas faire
et par défaut d'information, on va penser, c'est sur ça qu'il faut que les députés jouent beaucoup. Il faut forcément, et il ne faut pas qu'ils voient leur position aujourd'hui pour le faire, parce que déjà, dispose pour l'avenir. Déjà, la restructuration, le système partisan, vous avez vu des gens qu'on attendait encore à l'hémicycle, qui sont des traditionnels de l'hémicycle, qui ont accepté être parrains ou être responsables ou être coordonnateurs et autres. Mais si on n'y était pas allé par ce chemin, c'est pas évident qu'on ait ce résultat. Qu'on ait ce résultat. Donc, forcément, c'est que quand ça va être bien fait, ça va régler beaucoup de problèmes. Les jeunes pourront, à partir du moment... Parce que quand vous rentrez dans les partis, vous voyez que les jeunes sont plus nombreux. C'est ça. Les jeunes sont plus nombreux, mais ils ont des difficultés à se faire positionner. Or, c'est eux, les sangs chauds de l'animation de la vie du parti. Mais ils ne sont pas là où ils doivent être. Et ça fait que beaucoup de partis ont sombré parce que ceux-là qui sont les grands, qui patronnent, qui parrainent, n'ont pas en réalité les réalités du terrain. Ils sont sur place. Et c'est ceux qui viennent leur parler, ceux qui veulent croire qu'ils croient dedans, alors que les jeunes, eux, ils sont sur le terrain, ils connaissent la réalité. Et c'est quand les résultats sortent qu'on commence par faire des réclamations, on commence par dire « Ah non, il y a fraude, il y a ci, il y a ça », alors que c'est parce que vous n'êtes pas dans la dynamique. Donc, je crois sincèrement que si la loi, on monte bien ce test, ça va beaucoup aider, ça va mettre beaucoup de dynamisme dans la politique. Ce qui est sûr, on l'a déjà constaté dans les deux blocs. On a constaté aujourd'hui qu'il y a une redynamisation des choses et je crois qu'on peut prendre ça comme une base pour pouvoir réfléchir à ce qu'il faut ajouter au niveau des autres partis, surtout que le financement n'est pas encore là. Oui, pour que quand le financement serait là, on ne parle plus de comment il faut faire, qu'on aille directement aux actions. Très bien. Mathias Sossou, à part le financement public des partis politiques, il y a également la relecture du code électoral. Qu'est-ce qu'on peut attendre des députés sur ce point-là? Les députés vont corriger peut-être les articles incriminés par l'opposition au cours des élections passées. Et je crois que c'est surtout ça, surtout ces articles-là qui ont posé problème. Et même l'ensemble de la classe politique voulait qu'on puisse permettre aux partis de retoucher à leur liste après dépôt à la Sénat, notamment après des cas de doublons. Voilà. Oui, voilà. Où on va d'abord sanctionner l'individu. Ce cas de doublon qui a coûté à deux grands partis politiques, notamment mon ami Adrien Koubedi, que j'attendais à l'Assemblée nationale, mais manque de peau pour lui. Et ces articles ont porté entorse à son projet. Et que, en tout cas, ces articles soient revus pour permettre quand même à ces formations politiques de ne pas être punies. Parce que ce qui se passe, moi je pense qu'il faut punir d'abord l'individu qui a accepté de donner son dossier à deux formations politiques que de chercher à punir seulement la formation politique. Parce que celui qui est chargé de réceptionner les dossiers au niveau des formations politiques ne savent pas que cet individu a donné le dossier à un autre parti politique de l'autre côté. Donc c'est l'individu qu'il faut sanctionner à ce niveau. Maintenant, cette affaire de caution, on ne peut pas l'enlever du code électoral parce que ça a fait du bien. Ça n'a pas fait que de mal, ça a fait du bien parce que ça a permis quand même à l'État de récupérer ses fonds perdus dans les impôts là-bas. Et quelque part, d'abord, il y a le quitus fiscal. Il y a le quitus fiscal et les autres accessoires qu'il faut à mettre à jour. Et à l'occasion du dialogue, personne n'a remis en cause le quitus fiscal. Évidemment. Ça veut dire que quelque part, c'est une bonne initiative des députés. Donc, en dehors de ça, il parle de l'article 142. Bon, ça là, je sais. 242 plutôt, avec les 10%. Oui,
ça aussi c'est un peu difficile. Mais comme au dialogue social, ils n'ont pas incriminé, aussi, ils n'ont pas trop condamné le fait, il faut aussi qu'il y ait quand même des balises pour quand même encadrer. Si on parle de financement des partis politiques, c'est à partir de là. Puisque le financement, la loi sur le financement n'était pas votée avant que ce truc-là n'entre en vigueur. Alors si, après les élections passées, que un parti politique arrivait à réunir le quota qui devait réunir sur le plan national, c'est qu'il paraît que tout l'argent qu'il a dépensé, il devait rentrer en possession de ça. Si le compte est bien fait. Ça veut dire que quelque part, il faut des balises pour quand même faire avancer la loi. Autre chose pour les élections, bon, je ne vois pas trop ce qu'il faut corriger en dehors de ces articles incriminés. Mais il faut quand même que le jeu soit ouvert à tout le monde, et même les petites formations qui se créent, la caution de 249 millions pour les législatives. Il faut quand même revoir ça. Même au niveau des communales, il faut qu'il y ait le quitus fiscal pour quand même permettre aux citoyens qui veulent commencer par goûter à la chose politique de prendre de bonnes initiatives dès le départ. Et moi, je vois que c'est comme ça. Il faut aussi féliciter ces tests qui ont quand même permis aujourd'hui aux jeunes, parce que si on parle de la démocratie au niveau des formations politiques, il y a déjà quelque chose qu'on constate au niveau de ces deux blocs politiques. Oui. Il y a des jeunes qui se retrouvent à l'Assemblée aujourd'hui qui ne seraient jamais députés à l'Assemblée s'il n'y avait pas cette réforme-là. Ça, il faut saluer cette disposition. Constant Yowedegou. Oui. On dit souvent qu'il n'y a pas de moralité en politique, mais ça ne veut pas dire que les politiciens n'ont pas de moralité. Et je crois que c'est d'abord ça. Quelqu'un qui aspire à diriger une communauté, parler au nom d'une communauté, si moralement il n'est pas recommandable, c'est pas bien. Parce que c'est d'abord ça. La politique, c'est aussi une école. Et à partir du moment où c'est la politique qui gère la nation, je crois que c'est une vitrine dans laquelle les citoyens doivent pouvoir se mirer. Mais quand on appelle le nom d'un politicien et que vous n'êtes pas fier de dire oui, il est politicien de mon pays, je crois que c'est pas bien. Donc c'est très bien qu'on trouve la formule de punir celui qui refuse d'avoir une conviction politique. Parce que donner son dossier sur 2 listes, c'est de ne pas avoir une conviction politique. Bon, vous voyez, il a peut-être une ligne républicaine et il va donner son dossier également au niveau des écologistes ou des modérés ou des démocrates. Vous voyez, lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Celui-là, il faut purement et simplement l'écarter du jeu pour que... Parce qu'il faut être fier de ce qu'on fait et il faut être digne. Vous pouvez aller, c'est pour ça que sur l'affaire de pourcentage, sur l'affaire de représentativité aussi, j'ai quand même à dire qu'il faut revoir un peu les choses. Si vous échouez dignement, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un à négliger. Au contraire, vous êtes quelqu'un avec qui il faut collaborer. Si vous échouez dignement et que moi je suis élu, ben, je vais vous étonner. Et que les jeux sont clairs. Que les jeux sont clairs, je dois pouvoir l'associer parce qu'il a une conviction. Celui-là peut être un conseiller. Mais s'il n'est pas un conseiller élu, il doit être quelqu'un que je vais consulter de temps en temps pour avoir de ses idées. Mais à partir du moment où on vous voit en train de naviguer entre la droite et la gauche, je ne peux pas vous considérer et vous associer à quoi que ce soit. Et ça ne peut non plus vous donner de la chance ou plus tard parce que vous n'êtes plus écouté. Donc c'est très bien que quelqu'un qui donne dossier à 2 endroits, que celui-là soit purement et simplement extirpé du jeu. C'est ça. Quitus fiscal, oui. Je crois que ça là, il n'y a
pas de problème. Celui qui doit à l'État doit pouvoir, parce qu'il passe sur une route, il allume, il mange, il vit dans le pays, il doit participer forcément. Et s'il profite mieux que les autres, il doit pouvoir. Mais l'eau que nous buvons, que nous achetons dans un sachet Pierre Wata, mais vous ne pouvez pas prendre ça ailleurs sans payer les impôts dessus, c'est pas possible. Donc c'est clair. Donc l'affaire de quitus fiscal, si quelqu'un la personne doit payer. Et c'est même mieux qu'il paye que d'accumuler. C'est l'accumulation qui a fait que beaucoup ont senti. Oui. Au moment où ils ont reçu leur chèque, ils ont fait leurs affaires, ils ont reçu leur chèque, s'ils s'étaient acquittés de leurs impôts, ça n'allait pas faire chose. Mais le Béninois va construire, il va acheter de grosses caisses, il ne pense pas que c'est l'argent de nous tous et qui n'a pas défalqué. Donc je crois que ça... Maintenant la caution. Oui. La caution, je crois que on doit pouvoir payer une caution. Même s'il faut peut-être réviser le coût, on doit pouvoir payer une caution. Parce que si aujourd'hui on finance les partis, le système est assez clair à mon entendement. Hein. Le financement vient. Le financement, parce que, pourquoi on parle de financement? C'est qu'il faut que les partis politiques qui animent la vie politique, animent effectivement la vie politique. Comme certains n'ont pas animé la dernière fois, il y a des polémiques. Donc, l'animation de la vie politique, c'est par les partis politiques. Et tous les partis politiques qui ont même de bonnes idées d'animation n'ont pas les moyens parce que l'environnement que nous avons créé, les clubs électoraux, la mécénat, ne nous permet pas de faire de bonnes animations. Et comme la démocratie, c'est l'animation de la vie politique, et par les partis politiques, le financement des partis politiques apporte de l'oxygène. Ça permet au jeu démocratique et politique et l'animation politique de se réaliser. Mais ça, on ne va pas mettre l'argent dedans parce qu'on veut les aider. Quelque part, l'État doit récupérer ce qu'il nous a donné pour faire de l'animation. L'État récupère après parce que ce que l'État recherche, c'est l'animation de la vie politique. Ce n'est pas l'enrichissement des acteurs politiques. Oui. Merci. Alors, il y a d'autres paramètres. Hein. Le code électoral, lorsque l'Assemblée nationale va le relire, va comporter certainement des chiffres. Par exemple, la nouvelle constitution ou la constitution relue dispose, et je cite sans forcément relire fidèlement cette constitution, que tout le monde est égaux devant la loi. Enfin, nous sommes tous égaux devant la loi, mais que la loi peut définir parfois des conditions de discrimination positive à l'endroit des femmes. Par exemple, si c'est dit intelligemment ainsi dans la constitution, c'est dire que le code électoral devra avancer un chiffre clair. Par exemple, pour aller aux législatives, il va falloir que tel parti puisse positionner tel pourcentage de femmes et qu'à l'arrivée, l'Assemblée nationale puisse contenir un pourcentage de femmes donné. On a besoin d'avoir des chiffres à ce niveau, mais également aussi des précisions sur le parrainage pour la candidature à la présidentielle. Ça a été souhaité par les politiques à l'occasion du dialogue politique. Et là aussi, la Constitution l'a dit, mais sans pour autant dire des chiffres et des paramètres. Mathias Sossou, voilà autant de pistes de réflexion pour la 8e législature. Qu'est-ce que vous voyez en termes de présage à ce niveau? L'avancement des chiffres au niveau des différentes formations politiques pour les femmes, par exemple. Pour les femmes, par exemple. On devrait proposer combien? C'est vrai que le Conseil Yaoundé a avancé 30%. C'est un vœu que beaucoup de gens souhaitent aussi. Mais faudrait-il dire 30%? Est-ce que c'est suffisant? Non, même si on dit que 30% c'est suffisant ou insuffisant, ça dépendra du terrain. Parce que les femmes, il ne faut pas les obliger à se porter candidate à quelque niveau que ce soit. C'est de leur propre volonté, quand bien même la brèche est ouverte. Maintenant, on leur donne cette chance de se choper des places, des positionnements au niveau des formations politiques. Maintenant, puisque la Constitution le dit aujourd'hui, il faut quand même que les députés définissent un certain nombre, comme tu l'as dit, un chiffre, pour quand même
permettre, pour obliger les différents leaders des formations politiques de respecter un tant soit peu cette disposition de la Constitution. Lui, il a proposé 30%. Je ne sais pas si dans la Constitution, on n'a pas aligné un adjectif pour quand même permettre de quantifier. Moi, je ne parlerai pas de... On a juste dit que la loi définira les conditions. La loi définira les conditions. Donc, les députés, puisqu'ils sont beaucoup plus politiques que nous autres, ils savent les réalités des positionnements. Ils sont des politiques. Ils sont des politiques aussi. Donc, ils vont essayer de voir ce qui peut avancer, ce qui peut quand même permettre de respecter quand même cette disposition. C'est souvent difficile. C'est souvent difficile parce que parfois les gens cherchent des femmes à des endroits donnés et ils ne trouvent pas. L'émancipation de la femme a été quand même à l'origine de ce manque-là que l'on constate souvent, parce que de tout temps, en tout cas depuis l'ancien temps, on a considéré que la femme est faite pour le foyer, et ça fait qu'il n'y a pas eu quand même ce goût d'essayer dans la chose politique que nourrit pas la femme. Mais maintenant que le top est lancé depuis il y a quelques années, je crois que les femmes ont commencé par s'y intéresser et la moisson sera bonne pour les fois à venir. J'en suis sûr. Et sinon, on peut trouver quand même un lali, la consoeur qui va... Il y a des journalistes qui se retrouvent quand même sur des listes qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Si on ne trouve pas sur le plan politique, on peut rentrer dans le monde des journalistes et piocher les femmes que nous avons, puisque au moins nous avons des intellectuels là. Il y a quand même des femmes pour faire le jeu. On verra. Donc peut-être ai-je une future honorable avec vous. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Très bien. Bon, sur la question du parrainage aussi, Constant Yaoudéou, la Constitution a dit que nul ne pourra être présidentiable s'il ne recueille un certain nombre donné de parrainage d'élus, sans préciser si c'est députés ou élus locaux, communaux, municipaux. Je voudrais soumettre à votre réflexion aussi sur ce paramètre-là. Les députés, puis je n'avais pas abordé ce côté-là. Les députés feront ce qu'ils pourront faire parce qu'ils seront obligés de mettre les élus communaux et municipaux. Parce que c'est le plus grand nombre. C'est le plus grand nombre. Sinon, si on prend les élus communaux, ils ne sont pas nombreux. Si nous avons 77 communes seulement, on ne peut pas signifier que c'est seulement les maires. Il doit y avoir les députés, les conseillers au niveau de la municipalité et après locaux pour pouvoir faire le jeu. Sinon, si nous avons 3 candidats et qu'ils doivent se partager 77 maires, je crois que ce n'est pas possible. Oui, Constant. Oui. D'abord, je voulais rectifier l'affaire de 30%. C'est pas moi, c'est ce que j'ai entendu dans les débats. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de liste où il y a égalité entre hommes et femmes. Donc, ça veut dire que je souhaite qu'il y ait parité et que on a 50%. On est 50%. Tout au moins. Ça, c'est vous. Tout au moins. Et j'ai souvent l'habitude d'accuser les femmes pour dire vous ne pouvez pas faire 53% de la population aujourd'hui, de l'électorat, et vous plaindre. Le jour où les femmes décident que c'est une femme qui sera présidente de la République, elles font chaos. Donc la question n'est pas au niveau des pourcentages. Bon, donc c'est d'abord le problème des femmes. Et à ce niveau, il y a aussi les hommes qui n'acceptent pas encore laisser les femmes aller en politique. Si il y a quelque chose qui fait que les hommes ne vous font pas confiance, je crois qu'il faut que les femmes aussi commencent pas régler ça, mettre les hommes en confiance pour qu'on puisse les libérer véritablement. Mais l'affaire de parrainage, c'est aussi une expérience que nous voulons faire. Oui. C'est aussi une expérience. Ça existe ailleurs, nous aussi nous voulons expérimenter. Nous sortons de quelque part. Donc, ça ne peut pas se passer facilement également. Il doit y avoir des grincements dedans, il doit y avoir des susceptibilités, tout ce qui va entourer. Mais c'est qu'il faut quand même essayer pour voir de quoi il s'agit. Parce que là, il y a des choses que nous avons dans le code électoral pour les législatives que nous voulons corriger maintenant pour les communales. Donc, c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Et si nous tous, nous avions apprécié ça et qu'aujourd'hui, nous tous, on décide encore, c'est parce qu'on a expérimenté et qu'on a vu. Donc, il n'y a rien de grave encore qui se passe à ce niveau-là. Donc, au niveau du parrainage, si on n'élargit pas un peu,
on risque de se retrouver encore avec même 2 candidats d'un même bord ou d'une même tendance. Vous voyez, et ça ne va pas rendre clair l'atmosphère, et des susceptibilités peuvent encore naître à ce niveau. Donc, pour permettre quand même à des gens de tenter leur chance pour ne pas accuser Pierre ou Paul de leur échec, je crois qu'on doit pouvoir faire les choses, les pourcentages doivent aller dans des proportions qui doivent permettre d'avoir quand même quelques volontés, mais pas comme avant où on avait 32 candidats à la présidentielle. Non, je crois que ce que les législatives, le système partisan nous a permis d'avoir aux législatives, la réduction, quel que soit ce qu'on dit, même les partis qui n'ont pas pu aller aux élections et ceux qui n'ont pas pu avoir leur quitus à temps, quand on voit le nombre aujourd'hui, c'est déjà un nombre réduit. C'est déjà très bon. Donc je crois qu'on doit s'inspirer de ça pour que les conditions que nous allons poser pour les communales et pour la présidentielle prochainement, l'affaire de parrainage soit abordable et que ça n'amène pas encore beaucoup de susceptibilité pour nous conduire encore à d'autres histoires. C'est pratiquement ce que j'ai à proposer à ce niveau-là. Oui. Et pour la représentativité telle qu'on a appris, si déjà on peut commencer à partir de, quand on parle de 30% de femmes à l'Assemblée, si on peut déjà, parce que c'est tel que j'ai dit tout à l'heure, les autres ont commencé, c'est à la base qu'il faut susciter la candidature. Il n'y a que les femmes qui critiquent les femmes. Donc, si déjà à la base, le sujet n'est plus tabou et que on casse le mythe, à la base, je crois que vers le sommet, ça va donner. Donc, si déjà au niveau communal, le système qu'il faut pour avoir la représentativité des femmes dépasse l'objectif de 30%, si on peut aller à 50%, et l'objectif au niveau de législatif c'est 30%, vous allez voir même que présidentiel, ça va être au moins 1% ou au moins 2%. Donc je crois que il faut que les chiffres de représentativité au niveau local puissent booster ce que nous attendons au niveau au sommet. Donc il faut que les femmes, le problème des femmes soit réglé à la base pour que beaucoup de femmes puissent se décider d'être conseillers communales ou municipales. D'accord. Alors, Mathias Assoso, il y a la question de la représentativité, mais au plan territorial aussi. Au niveau du dialogue politique, on a réfléchi, on a trouvé que, compte tenu de la pression démographique dans certaines localités, le nombre de sièges que certaines circonscriptions électorales envoient à l'Assemblée nationale n'équivaut plus forcément au nombre d'habitants. Et le comité d'experts a réfléchi, a proposé qu'on passe de 83 à 109 députés désormais à l'Assemblée nationale. Ça aussi, ça va se faire dans le code électoral et c'est aussi sur la table des députés. Oui, ce n'est pas seulement le comité d'experts. Il y a eu un travail qui a été fait au temps de général Feu Mathieu Kérékou. Et après, il y a aussi au temps du président Yahi Boni qui a voulu aussi amener ça. Ça dépend. Il y a un quota quand même que les gens voient tenant compte de la démographie de chaque région. Et si on va à 109 pour 10 millions d'habitants, je crois que ce n'est pas beaucoup. Et je crois qu'ils iraient même jusqu'à dire que chaque commune ou chaque région doit avoir tel nombre de représentants à l'Assemblée nationale. Mais puisque les experts ont bien jaugé la question et ils ont trouvé que 109 ferait l'affaire, je crois que c'est pas mal et on fait avec. Les députés, c'est la seule chose qu'ils font pour le pays. Non seulement ils sont représentants du peuple, mais c'est pour voter les lois et cadrer, peut-être contrôler l'action
de l'exécutif. Donc, on fait avec les 109 aussi, possible, ils peuvent se retrouver encore et voir que ça peut augmenter. Parce que dans certains pays, on a vu beaucoup de députés. Quand il y a beaucoup, le débat est bien mené. Bon, en tout cas, c'est les députés qui vont voir la quintessence de cette affaire et en juger mieux. On est là pour voir la fin. Constant voulait placer un mot. Oui, je crois que c'est des chiffres qui ne tombent pas du ciel. Parce que je crois que ça a été étudié quelque peu. Le chiffre, je ne maîtrise plus tellement. Je crois que c'est 50 000 habitants par député. Quand on a étudié. Donc c'est ça qui a fait que dans d'autres circonscriptions, on a 3 députés, on a 4 ici et tout ça. Maintenant, avec la pression démographique, on est obligé, parce que ces députés sont essoufflés. On a dit tout à l'heure que les députés sont les représentants du peuple et que le peuple doit pouvoir leur demander. Bon, maintenant, quand c'est comme ça et que le seul député se retrouve à gérer un monde presque fou, la moitié d'un département, ça agit sur les moyens qu'on lui donne. Ça agit sur les moyens qu'on lui donne. Sans oublier que notre sociologie n'a pas encore écarté les députés des secours. C'est vrai. Donc c'est des assistants sociaux. C'est ça. Des assistants sociaux dont les gens n'ont pas encore compris que le député, l'argent il a des limites aussi. L'argent qu'on lui donne à l'Assemblée, c'est pour faire le travail. Donc il y a aussi le poids économique qui pèse, qui fait qu'on ne peut pas avoir le nombre qu'on veut, mais c'est par rapport à la densité de la population et au poids, chose que à la pondération qu'on a trouvé qu'il faut aller tout au moins à 9. Si on avait fait les calculs avec 8 000 ou 7 millions d'habitants et que nous sommes à 10 millions aujourd'hui, c'est qu'il faut forcément évoluer.